Bon, je possède entre mes mains donc des feuilles d'un laboratoire justement sur le pendule, pendule simple. Pendule simple, hum, voilà. Bien sûr, il y a plusieurs pendules, hein. Il y a le pendule euh, de rotation, qu'on appelle le pendule de torsion, et le pendule de euh, traction, c'est-à-dire le pendule simple avec le mouvement élastique, comme ceci. Alors que celui-là est le mode pendule de rotation ou de torsion. Ça, c'est dû à une torsion. Ça, c'est dû, je veux dire, à une traction. Donc là, on a le phénomène d'élasticité, enfin, le domaine d'élasticité, avec la loi de, voilà, avec la loi de, avec les lois, comment est-ce qu'on appelle ça? D'équation différentielle, due à la translation. Et là, on a les équations différentielles dues au mouvement dû à la rotation. Voilà, c'est ce qui diffère les deux pendules. Mais voilà. Mais les études sont, on va dire, similaires, hein. On retombe sur des équations différentielles, je veux dire, chacun a sa propre équation différentielle. Voilà, et à partir de là, on discute. Mais on a trouvé celle du pendule de traction, ou pendule simple, ou pendule harmonique, pendule au mouvement harmonique. Maintenant, ici, moi, j'ai trouvé donc un laboratoire, hein, et je vais le partager ici avec vous. Donc ici, il demande d'étudier l'amplitude. Donc j'étudie un pendule comme ceci, hein. Donc suspendre, c'est l'étude de l'amplitude, hein. Le pendule sphérique, suspendre le pendule sphérique de façon que la distance du point de suspension au centre de gravité soit à 65 cm. Voilà. Donc ici, il faut le suspendre donc à 65 cm, écarter la masse de 12 cm environ par rapport à la verticale, donc 12 cm. Voilà. Si on met 12 cm, on a un certain angle qui fait, ici dans le labo, ils disent 10,6. 10,6 degrés. Voilà. Mesurer la période, la durée de dissociation complète. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut mesurer le temps. Et puis il faudra recommencer le même laboratoire en écartant, on va dire en écartant donc la masse de cette fois-ci 6 cm, donc avec un angle plus petit qui est de 5,3 degrés. Bon, alors, ceci, je vais mettre les valeurs. En fait, il faut faire un tableau comme ceci. Hein, il faut mettre l'alpha en degrés, puisqu'ici, il est donné en degrés, non pas en radians. Pour 10 périodes, ici, il faut mesurer le temps en secondes, bien sûr, avec son approximation, je veux dire, d'erreur. Voilà. Alors, si on fait ceci, bien sûr, pour 6, on avait dit 6, 5,3, pardon. Je vais le faire pour 5,3 degrés. Et d'ici, je vais le faire pour les deux. Pour 5,3 degrés, qui correspond aux 6 cm hein, d'écartement, là, on a combien? On a 16 secondes. Et là, on mesure 16 secondes, 16,0. Voilà. Alors, la période vaut... ben, il suffit de diviser par 10, hein, parce que ça c'est pour 10 périodes. 1,60, 1,60, plus ou moins, et là l'erreur elle est de 0,05. 0,05. Ça dépend de... Bon, l'erreur c'est en fonction de l'appareil. Voilà. Voilà. Maintenant, si je devais mettre 12 cm d'écartement, c'est-à-dire avec un angle, alors avec un angle de 10,6, je fais la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Mais que ça ne varie pas, hein, la période ne varie pas en fonction de l'amplitude. Donc, le temps effectué par le pendule pour dissociation n'est pas fonction de l'amplitude. Je peux recommencer avec
avec, comme on a dit, un angle de 10,6. Avec 10,6, 10,6, là, on aura toujours 16 secondes. Donc, on a changé l'amplitude, on a mis du 5,3 et 10,6, on a toujours 16, et donc, fatalement, 1,60, plus ou moins toujours 0,005. Voilà, donc l'amplitude n'est pas fonction de la période. Maintenant, si on change la masse, avec une masse de 56 cm, hein, avec une masse de 56, attendez, parce qu'ici je suis en train de lire le labo, recommencer les mêmes mesures en écortant la masse de 56 cm. Donc alpha vaut 60 degrés. Et là, on retrouve pour dissociation 17. On retrouve T est égal à 17 secondes, c'est-à-dire une période est égale à divisé par 10, 1,70, plus ou moins 0,05. Voilà. Ce qui veut dire que ça va, on avait 16, ici on a 17, ça varie légèrement, un tout petit peu. Donc ici, il va varier légèrement en fonction de l'amplitude, mais très très peu. Voilà. Voilà. Donc ça concerne la relation amplitude, comment va varier l'amplitude la période du pendule en fonction de l'amplitude du pendule. Voilà. Bon, maintenant, la nature du pendule et la masse. Mesurer 10 périodes pour les deux autres pendules en ajustant L égale 65 cm, c'est-à-dire un angle de 10 degrés. Donc, ça va donner ceci. Nature du pendule et masse. Ça, c'est en fonction de la nature du pendule et de la masse. On a plusieurs pendules. Pendule numéro 1, pendule numéro 2, pendule numéro 3. Et là, on mesure toujours pour 10 périodes. On a 1, on a C secondes, C secondes, C secondes. Donc, vous avez compris que T vaut toujours 1,60, 1,60, 1,60, toujours plus ou moins leur erreur qui est toutes les mêmes en fait, 0,005. Voilà. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en déduire que, conclusion, pour un angle donné, le temps reste constant, euh, quelle que soit la masse. Voilà. Et quelle que soit la nature du pendule. Surtout la nature du pendule, parce que quelle que soit la masse et la nature du pendule, eh bien, comment le, les valeurs ne varient pas fatalement. Fatalement, ça, on le savait. Maintenant, en fonction de la longueur, et là, fatalement, vous avez compris que comme on sait bien que la P est égale 2 pi racine de LG, ben, fatalement, le pendule va dépendre en fonction de la longueur, parce qu'en fait, elle ne dépend que de la longueur, et varie très sensiblement par rapport aux autres, par rapport à l'amplitude, et ne varie pas par rapport à la nature du pendule et de la masse. Voilà. Bon, donc ici, je vais mettre des longueurs, en fonction de la longueur, là. Si je mets des longueurs en mètres, donc pour 10 périodes toujours, et calculer T plus ou moins delta T. Bien sûr, ça c'est en secondes, et là c'est en secondes aussi, la longueur est en mètres. Bon, on essaie 20 cm, 40, 60 et 80 cm. Là, on a 8,8, 13, 15, 6, 18, 2, et là vous faites la... Ah, ça fait, on divise par 10, 0,88, 1,3, 1,56, 1,82, plus ou moins à chaque fois, les mêmes erreurs, l'erreur qui est égale à 0,05, elles sont toutes les mêmes, ici. Voilà. Donc, le temps, bien sûr, est une fonction croissante en fonction de la longueur. Si la longueur croît, ben, le temps pour une période croît. Voilà. Bon, maintenant, en fonction de la gravité, mais bien sûr, on connaît la formule, hein, mais au laboratoire, vous devez justement vérifier ces formules. Si on met différentes gravités, par exemple 9,81 et puis des attractions différentes,
L'angle ici, il est toujours le même, 5,3, 5,3, 10 périodes, on aura 16 et 13, 2. Donc T plus delta T, on aura 1,60 plus ou moins l'erreur de 0,05 et 1,32 plus ou moins l'erreur de 0,05. Donc le temps varie, bien sûr, si la gravité varie. Et en fait, on voit que on connaît, on connaît la formule T est égal à 2pi racine de L sur G. Donc, on sait bien que, hein, en voyant le labo ici, précédemment, en fonction de la longueur, quand la longueur augmentait, la période augmentait. Quand la gravité va augmenter, ben, la période va diminuer parce que c'est inversement proportionnel. C'est le cas ici. La gravité ici, on a augmenté la gravité et donc ici, la période, elle a diminué pour passer de 1,60 à 1,30. Voilà. Bon, maintenant, le dernier labo concerne euh, t est égal à une fonction de racine de L. Et comment elle varie? Voilà. Comment elle varie? En fonction de racine de L. En fonction de, j'ai bien dit, en fonction de racine de L. Donc, il faut mettre L. En fait, il faut tracer une courbe. T en fonction de racine carrée de L et non pas de L. En fonction de racine carrée de L. Voilà. Donc ici, on aura, il faut essayer pour 0,2, 40 cm, 0,6 m, 1 m, 1,2, 1,4 de longueur, 1,6. Voilà. Et le racine de L qu'on obtient, c'est 0,45, 0,63, 0,77, 1, 1,10, 1,18 et 1,26. Si on calcule pour 10 oscillations, on a 8,8, 13, 15,6, 20, 22, 2, 24 et 25, 8. Et ceci, faut, pour une période, pour un t, bien sûr, il faut diviser par 10. Hein. Diviser tout par 10 et on a pour chaque fois un t. Et donc, on peut représenter cette colonne-ci pour un t par rapport à racine de L. Donc, en fait, c'est ceci qui va nous importer. Ça, c'est le x. Le x est là et le y, il est là. Voilà. Bon, voilà. Et ça, il faut calculer, je veux dire, bon... le coefficient angulaire qui vaut somme des xi, yi, le tout sur xi, et on a 12,941 sur 639. Voilà. Les xi sont là, les yi sont là. On calcule ceci et on trouve le coefficient angulaire qui est 2,025. 2,025. Voilà. Donc, le coefficient angulaire, ça veut dire que pour une unité, on va monter de 2,25 €. Pour une unité, on monte de 2,25 €. Pour une unité, on monte de 2,25 € pour avoir une droite qui est... Enfin, je me suis trompé. Pour avoir une droite qui est comme ceci. Pour une unité, je monte de 2,25 €. Pour une unité, je monte de 2,25 €. Pour une unité, je monte de 2,25 €. Et on a la droite. On a une droite. Pourquoi a-t-on une droite? Parce qu'on a pris racine carrée de L et non pas L. Voilà. Donc, en fait, on voit bien la constance. La constance. Euh, on a bien une zone linéaire, et donc une constance. D'abord, on a une constance qui prouve bien qu'on a une zone linéaire. Donc, fatalement, on a bien un phénomène, je veux dire, élastique, parce qu'on est dans une zone linéaire. Voilà. Alors,
Bon, si quelqu'un veut calculer le G il vaudra 4 pi carré sur A carré. Voilà. Mais le A carré, c'est le coefficient angulaire ici, A, 2,025. Donc on fait 4 pi carré sur 2,025. Ouais, ça il faut le savoir, hein. Ouais. Donc la gravitation G vaudra 4 pi carré sur A carré. Voilà. Donc ce qui fait, dans ce cas-ci, 9,63 mètres par seconde carré. Et le delta G vaudra, vaut 0,18 mètres par seconde carré. Voilà. Et donc, delta G, on s'est calculé delta G sur G qui vaut environ 2%. Voilà. Bon, donc ici, enfin c'est plutôt le... Ouais. Alors pourquoi ici ça fait 4 pi carré sur euh, G égale 4 pi carré sur A carré, ça vient de A égale 2 pi sur racine de G. Voilà. De A vaut 2 pi sur racine de G. Donc on peut retirer G qui vaut 4 pi carré sur A carré et calculer l'écart absolu et relatif entre cette valeur et le G théorique de 9,81 mètres par seconde carré. Le delta G, c'est bien sûr, si on fait 9,81 moins 9,63, on a combien 63 pour arriver à 70, on a 7. 7 plus 11, ça fait bien 18. Donc en fait, ça c'est le delta G, c'est l'écart absolu. Ça c'est l'écart absolu, alors que delta G sur G est un écart relatif puisque c'est un rapport. 2%, c'est 2% de quoi? C'est relatif. Voilà, c'est 2% de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que 2%? Je l'ai déjà expliqué, hein. Bon, 2% de quoi? 2%. 2% de 100 euros, c'est pas la même chose que 2% de 1000 euros. Voilà, c'est relatif. Voilà, c'est pour ça qu'on dit une erreur relative. C'est un quotient. Un quotient comme ceci. Le delta G sur G. Bien sûr, le numérateur doit être toujours plus grand que le dénominateur. Or, le numérateur n'est jamais plus grand que l'erreur. Donc, on met toujours la variable en dessous et son erreur absolue au-dessus. Et donc là, on a toujours un pourcentage plus petit que 100%. Toujours plus petit que 100%. Et comme le delta G doit être le plus fin possible, l'erreur absolue le plus fin possible, donc l'erreur relative doit être la plus petite possible. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai pris 9,81? Parce que ça, c'est le G théorique, hein. Ça, c'est le G théorique par rapport au G calculé. Voilà, on sait calculer le G par rapport à 4 pi carré sur A carré. A carré étant le coefficient angulaire de 2,025. Voilà. Voilà, en fait, c'est un labo en fait tout fait, hein, avec comment de voir la fameuse formule T est égal à 2 pi racine de Lg, que le période du pendule ne dépend pas de l'amplitude, mais très faiblement de l'amplitude. Si on augmente l'amplitude, elle va varier faiblement. Elle ne dépend pas de alpha, mais il faut prendre le alpha le plus petit possible, mais elle ne dépend pas d'alpha. Voilà. Et je veux dire, elle ne dépend que de la longueur et fatalement de la gravitation, mais la gravitation en a un lieu, ça ne change pas. Mais si on change dans un laboratoire la gravitation, on verra que la période dépend de la gravitation. Voilà, et ici, comment calculer, je veux dire, le coefficient angulaire? Ben, il suffit de faire la somme des xi, yi, le tout divisé par les xi, c'est-à-dire prendre une valeur en x, une valeur en y, de la multiplier, hein, de multiplier tout, enfin, si on a des xi ici, les xi étaient représentés par, alors, les xi étaient représentés par racine de g, alors que yi, racine de l, pardon,
racine de L, et yi par la période. Voilà, t, par une période, un t, une période. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une colonne qui fait xi fois yi. Donc il suffit de multiplier ça fois ça, on le met là, 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 on met là, ça fois ça, on le met là, et on fait ça pour tous les xi, yi. Ensuite, en dessous, on fait la somme des xi, yi. Voilà, on fait la somme des xi, yi. Voilà. Ouais. Par contre, ici, je me demande si c'est par rapport à la somme des xi. Je vais voir, parce que j'ai dit là, les xi. Somme des xi. Somme des xi. Bon. 0,2 plus 0,4, ça fait 0,6. Plus 0,6, 1,2. Plus 1, 2,2. Plus 1,2, 3,4. Plus 1,4, 4,8. Plus 1,6. 4,8 plus 1,6. Ce qui fait 8, 9, 10, 4. 4, 5, 6, voilà, 6,4. Ouais. Donc apparemment, non, enfin ça c'est plutôt pour les... Je me suis trompé de colonne. 0,45, c'est racine de L. Hein. J'avais 0,45, 0,63, 0,77, 1, 1,10, 1,18, 1,26. Ça fait 1, 2, 3. Ouais, donc en fait ça doit être la somme des xi, hein, pas par les xi. C'est la somme. Donc je dois refaire les xi ici, la somme des xi. Voilà. Et puis je calcule le A en faisant somme des xi, yi, le tout divisé par la somme des xi. Voilà, comme ça j'ai une bonne moyenne. Voilà. Voilà. C'est plutôt ça, parce que je m'étais trompé, c'est pas divisé par les xi, c'est pas divisé par la somme des xi. Voilà. Voilà pour le laboratoire sur le pendule simple. Je vous remercie.